Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Sur le moment où vous nous recevez, vous savez, les zones humides procurent aux hommes plus de 80% des ressources dont elles ont besoin. Alors, ces ressources souvent sont menacées par des actions anthropiques, mais pourtant, beaucoup d'ONG quand même travaillent dans ce sens pour protéger ces zones humides, accompagnées par certaines ONG internationales, dont BOF, Land International et ainsi d'autres ONG. Alors aujourd'hui, on va faire le point du programme Écosystème Alliance, 3 années d'action au niveau des différentes localités. Qu'est-ce qui a été fait concrètement, les résultats et les perspectives? On en parle avec nos deux principaux invités. Le premier s'appelle Yann Kamstra. Bonjour, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, merci. Vous êtes expert UICN aux Pays-Bas, vous vivez aux Pays-Bas. Oui. Merci d'être là. À vos côtés, on a Josia Dosso-Bodian, qu'on ne présente plus, directeur de l'ONG Nature Tropicale. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, oui. Derrière vous, il y a aussi d'autres responsables d'ONG qui ont participé à ce programme ambitieux. Je crois que c'est la fin. Avec eux, on fera ensemble le bilan de ce qui a été fait concrètement. D'abord, Yann, dis-nous comment est-ce que l'idée est venue d'aider ces ONG qui s'occupent de la protection des zones humides au Bénin par rapport au programme Écosystème Alliance. Oui. Alors le programme est un programme plus large. On travaille en 16 pays. C'est un programme qui couvre 16 pays. 16 pays dans le monde entier. Oui, dans le monde entier. L'Asie, on travaille en les Philippines, Indonésie, l'Amérique du Sud, mais surtout en Afrique, Bénin, Ghana, Kenya. Le programme est un programme soutenu par le gouvernement néerlandais. Et disons, c'est un peu un prolongement de ce type de soutien à la société civile, à travers la société civile néerlandaise, d'appuyer leurs collègues, leurs partenaires dans le pays de développement. Et dans ce cas, on a un programme avec comme vous dites, Bowdens et Wetlands International sont des organisations aux Pays-Bas. On a monté ce programme. Ça composante d'appuyer directement la société civile dans ces 16 pays, mais on a aussi des aspects internationaux sur lesquels on travaille ensemble. Donc le thème sur lequel on travaille au niveau de lobby. Et donc ici au Bénin, on a choisi on a commencé avec 5 ONG, avec déjà une certaine compétence de travail. Est-ce que c'est parce que vous avez constaté que les zones humides au Bénin ne sont pas bien protégées que vous avez orienté ce programme vers le Bénin? On avait déjà une expérience au Bénin et le fait que les zones humides dans ce cas ne sont pas bien protégées, c'est pas seulement au Bénin qu'on trouve ce problème. On le constate un peu partout dans le monde. Partout, disons, toute la nature, tout le service écosystémique sont en danger et ça c'est aussi, c'est pas seulement la nature pour la nature, mais c'est surtout le lien entre ce que la nature donne à l'homme qui est quelque chose sur lequel nous devons travailler ensemble. C'est ça. D'accord. Alors, Josia Dosso-Bodian, vous êtes quand même fait partie des responsables d'ONG qui ont bénéficié de ce soutien. Alors, dites-nous au départ, comment ça s'est passé, ce partenariat entre ces ONG néerlandaises et ces ONG béninoises? Oui, comme le disait M. Yann, c'est qu'il y a déjà un point de départ, il y avait des actions menées par la coopération néerlandaise dans le cadre des partages d'expériences. Je crois qu'il y a de grands programmes qui ont été animés au Bénin, des travaux ont été réalisés dans le cadre du CBDD, Centre béninois pour le développement durable, où des actions ont été menées pour élaborer une stratégie de gestion durable des zones humides. Et en ce moment, quand même, il y a certaines ONG qui ont vu leur capacité un peu renforcée, travailler sur certains habitats spécifiques, travailler avec les communautés pour améliorer un peu leurs conditions de vie, protéger surtout les espèces menacées dans ces zones. Et là, à partir de ce point de départ où il y a déjà quand même des petites actions déjà menées, et quand l'idée est venue de renforcer les capacités de la société civile, et le Bénin, en collaboration avec UICN, qui est un membre de ce partenariat BOF-Inde, Wetland International, pour un programme qu'on a appelé autonomiser les hommes et la nature. Vous savez, on est dans un écosystème, les hommes vivent, comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas vivre sans la nature, mais la nature peut vivre sans nous. Et là, dès le départ, où il faut faire ce lien entre la vie et la vie, c'est-à-dire la vie de l'homme et la vie de l'écosystème, et des gens font déjà des actions, on avait trouvé utile de renforcer encore leur capacité, de voir comment les ONG
la société civile en général peuvent travailler en synergie, mais en tenant compte des choses qui existent. On ne commence pas par zéro. Il y a des gens qui faisaient des choses déjà, et ce programme a permis pendant les 3 années qui viennent de passer là, de renforcer un peu nos capacités, mais aussi d'élargir nos champs d'action sur des spécificités avec les défis nouveaux. Je crois que tout à l'heure, on va revenir par rapport aux détails, aux différentes actions que vous avez par rapport à ce projet. Mais d'abord, on va d'abord suivre cet élément quand même qui nous présente de façon ramassée les actions menées par ces différentes ONG. Je crois que vous êtes 8 au total qui avez bénéficié de ce programme. Alors, suivons cet élément, puis on revient après pour en débattre. Des ONG béninoises se mettent dans la dynamique de faciliter des actions de synergie pour la sauvegarde des écosystèmes humides. Afin de contribuer à l'amélioration de la situation aussi bien au Bénin que dans les pays en développement, des organisations professionnelles, à savoir Action Plus, Aquadet, Crédit, Éco-Bénin et Nature Tropicale, ONG, avaient vu juste en vous associant à vos homologues du Nord et en particulier le comité néerlandais de l'UICN, Buff End et Wetland International pour développer le système Alliance, un partenariat dynamique pour la mise en œuvre d'un programme dénommé « Autonomiser les hommes et la nature ». Lancé en 2012 et pour 3 années, Écosystème Alliance se veut une union de toutes les parties prenantes actives, en commençant par les communautés locales, les communes bénéficiaires, les autres ONG nationales et internationales intervenant dans le milieu, sans oublier les structures déconcentrées de l'État. Une condition sine qua non pour un plus grand succès est la durabilité des actions. Il a pour objectif d'améliorer les moyens de subsistance des pauvres et de créer une économie inclusive par une gestion participative et responsable des écosystèmes. En 3 années de réalisation, les résultats sur le terrain et auprès des communautés bénéficiaires en disent long. Action Plus intervient dans les zones de Ouida et de Savè. Aujourd'hui, nous sommes à Savè pour montrer aux autres membres du programme quelles sont les réalisations et quelles sont les stratégies développées et comment est-ce que nous organisons la population pour leur permettre de s'approprier l'initiative. L'objectif principal de l'ONG Aquadet, c'est quand même la promotion de l'aquaculture comme une alternative à la pêche dans les milieux naturels. Cette pêche qui est quand même destructrice de l'environnement, destructrice des habitats, destructrice des écosystèmes. La finalité de notre initiative, c'est véritablement d'arriver à pouvoir protéger un écosystème naturel avec les communautés, enfin contribuer au développement de ce territoire sans détruire l'environnement et baser donc un modèle de conservation sur le bien-être de ces communautés qui vivent autour. Quand les touristes viennent visiter les circuits écotouristiques dans la communauté, où c'est des guides de la communauté qui font visiter les visiteurs à travers ces circuits, il y a des retombées au niveau de la communauté. Au cours de notre intervention, nous nous sommes rendus compte qu'à Vera, il y a les Sitatunga qui sont souvent très menacés. Donc menacés depuis 2013-2014, nous avons bénéficié d'un financement de l'UICN, donc dans le cadre de l'écosystème Alliance, et nous avons identifié les localités riveraines plus proches de la réserve de Tao, où depuis ce temps nous sommes en train d'intervenir. Ces 10 ONG faisons de l'éducation dans les collèges, faisons de l'éducation au niveau des adultes pour ainsi élever le niveau de conscience afin de changer des comportements pour une protection de l'environnement, pour un avenir. Plusieurs manifestations sont organisées pour la clôture du programme Écosystème Alliance Bénin. Il s'agit d'un atelier bilan des activités menées par les 8 ONG membres de l'Alliance sur le terrain, suivi d'une mini-foire au cours de laquelle les ONG membres vont se faire découvrir pendant 3 jours au public. Pourquoi les journées portes ouvertes? Vous savez, dans nos pays, et au Bénin particulièrement, quand on entend le thème projet, c'est l'argent d'un partenaire ou d'un blanc, on dépense l'argent et après tout s'arrête. Non, ici, le travail est fait dans le sens où des ONG, pendant les 3 ans, ont mené des activités qui ont eu des impacts. Et notre souhait, c'est qu'à la suite, à la fin du projet, qu'on ne dise plus que c'est un projet et le projet est terminé et les activités sont abandonnées.
Maintenant, je me tourne vers ces différentes ONG quand même qui ont bénéficié de ce financement de ces ONG néerlandaises. Je commence par Action Plus, certainement, qui va nous dire un peu les actions menées dans ces deux zones d'intervention. Vous avez parlé de Ouida et de Savè. Alors, dites-nous ce que vous avez fait concrètement dans ces deux localités. Vous avez le micro, vous vous présentez. Je m'appelle Ogou Meksan. Je suis le directeur exécutif de l'ONG Action Plus. Et comme vous l'avez si bien dit, nous avons travaillé dans la zone de Savè et puis à Ouida. Et dans ces deux zones, nous avons mis en œuvre le projet intitulé Gestion durable des écosystèmes de mangroves et d'une forêt galerie dans Savè. Et l'objectif, c'est d'abord contribuer globalement à la réduction de la pauvreté, mais de façon spécifique, on s'est consacré à la promotion des stratégies qui vont permettre la protection et la conservation des écosystèmes de mangroves et puis des îlots forestiers. Et ensuite, contribuer un tant soit peu à l'amélioration, je dirais, des conditions de travail des communautés pour impacter un peu leur action et faire en sorte que, en termes de pression sur les ressources, on puisse avoir quand même un certain nombre de réductions, c'est-à-dire un certain nombre d'effets favorables pour conserver de façon plus durable. Et à cet effet, nous avons travaillé beaucoup plus pour le reboisement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la superficie que vous avez pu reboiser? Voilà. Non, de façon concrète, à Savè, par exemple, nous avons fait plus de 55 hectares. 55 hectares 55 hectares entre 2012 et 2015. Et ces 55 hectares doivent contribuer à la protection de plus de 200 hectares de forêt. C'est-à-dire qu'il y a eu des reboisements directs, il y a eu des reboisements également au niveau de forêts dégradées où nous avons fait de l'enrichissement. Donc tout ça, je crois que c'est une chose importante. Mais l'autre chose importante dans cette forêt, c'est que nous avons contribué à la reconversion d'un certain nombre de groupes très vulnérables par rapport à la destruction des ressources. Ces gens s'adonnaient à quoi? Quelle activité? En fait, c'est des charbonniers, c'est des gens qui par le passé ne faisaient que détruire. Mais avec nos actions d'éducation, ces groupes aujourd'hui commencent à mettre une autre action de protection, sinon de conservation de la ressource en reboisant. Et quelle est la nouvelle activité que ces gens mènent? C'est le reboisement. C'est à travers les zones de production, les gens ont pris maintenant la décision de planter. Et chaque année, dans les zones dégradées, on va voir les groupes de charbonniers qui font leurs activités spécifiques et qui se font voir. Mais ils continuent toujours de faire le charbon? Oui. Vous savez, le changement de comportement, c'est un processus. Donc aujourd'hui, nous avons pris conscience que tout ce qu'on faisait dégradait gravement l'environnement. Mais si aujourd'hui, nous pouvons commencer à planter tout ce que nous avons détruit, on peut un jour rattraper quelque chose. On ne faisait rien, mais aujourd'hui on commence. Donc c'est déjà important. Et ça, c'est une action à encourager dans cette localité. Il y a eu d'autres techniques pour continuer à conserver, je dirais, la forêt, par exemple, le développement de l'apiculture, qui est un dispositif qui apporte un peu d'argent aux populations, mais qui les oblige à protéger, parce qu'on ne doit pas amener du feu. Donc, tout de suite, lorsqu'on implante ces ruches, c'est que la zone-là est automatiquement sauvegardée. Donc ça, c'est important. Et lorsque nous revenons au sud, au niveau de Ouida, nous avons travaillé longtemps au niveau de la lagune, le long de la lagune côtière, entre Djondji et puis Togbin. Apparemment, vous partagez la même zone que Eko-Bénin. Oui, de façon passée. C'est vrai qu'au niveau de la zone de Eko-Bénin, notre action spécifique, c'est juste essayer de déterminer c'est-à-dire la couverture de la mangrove à un état donné pour voir un peu qu'est-ce que nous apportons après en termes de reboisement. Donc, dans cette zone, nous avons pu essayer de trouver la superficie globale de la mangrove de Djondji jusqu'à Togbin, qui est autour de 1007 hectares. Et dedans, il a été remarqué beaucoup de zones dégradées. Et nous nous sommes par la suite concentrés sur ces zones-là pour faire du reboisement
des palétiviers. Et nous avons fait près de 25 hectares aujourd'hui de palétiviers qui actuellement protègent près de 350 hectares de mangroves. Et ça, c'est, je crois, aussi une action importante. Et il faut dire aussi que ce n'est pas simplement du reboisement pour du reboisement ou de la plantation, mais les populations, à travers un plan d'aménagement allégé de la zone, actuellement mettent en place un dispositif pour contraindre tous ceux-là qui vont tout de suite, c'est-à-dire qui se plaisent à aller dans la dégradation de la montagne, la coupe anarchique. Je crois qu'il y a actuellement des villages qui dénoncent, des actions sont portées au niveau de la brigade, des actions sont gérées au niveau du conseil villageois. Je crois que c'est déjà des actions fortes. Quand bien même, au niveau de la mairie, on n'a pas encore eu... le soutien dont vous voulez. Bon, ce n'est pas que on n'a pas eu le soutien, c'est-à-dire au niveau de la mairie, on devrait avoir un arrêté. Un papier quand même qui justifie. Voilà, mais la procédure est en cours, puisque vous savez, la période dans laquelle on se retrouve... Tout à fait. Bon, les élections viennent à peine de s'achever, voilà. Oui. Mais avec ce qui va se passer après, on pourra régulariser tous ces aspects. Et en termes de création d'emplois, est-ce qu'on peut avoir une estimation? Nous avons, de l'autre côté, travaillé avec les communautés pour l'amélioration, je dirais, l'appui à leurs activités économiques. Et aujourd'hui, de façon directe, nous avons impacté plus de 550 personnes qui sont dans différents ménages. Et je crois que les retombées pour les communautés, c'est au-delà de ce nombre-là. Donc ça, c'est déjà une chose sur laquelle on peut tabler pour dire que les communautés commencent à prendre conscience. Parce que tout ce monde-là avec qui nous avons travaillé, ces gens aujourd'hui s'investissent pour la protection de la ressource. Et c'est ça qui est l'élément important que nous pouvons tirer de l'action. Merci beaucoup, M. Maxime Dogou. Oui, on donne la parole maintenant à Crédit ONG. C'est bien Martin Damien. Oui, allez-y. C'est ça, oui, c'est Martin Damien, directeur technique de Crédit ONG, qui est donc une ONG béninoise qui va fêter cette année ses 10 ans. 10 ans d'existence. Exactement, et qui a travaillé avec Écosystème Alliance dans le cadre d'un projet qu'on appelle la restauration, ou qui s'intitulait la restauration écologique de la vallée du Sitatunga, qui est un projet de réserve naturelle communautaire, qui est aux portes de Cotonou, puisqu'on est à 30 km sur la commune de Calavi. C'est à Zinvier. Précisément, nous sommes installés à Zinvier, mais le territoire qu'on couvre est un peu plus vaste que celui de Zinvier seul, puisqu'on couvre aujourd'hui officiellement 4 arrondissements, Zinvier, Akasato, Lopo, à Omelopo, sur la commune de Soava, pardon, et enfin Pan, qui est aussi sur la commune d'Abomey-Calavi. Voilà, ça fait peut-être une trentaine de milliers d'habitants qui logent sur ce territoire. Et je crois qu'un des objectifs majeurs, comme le dit le titre de notre projet, c'était de restaurer les ressources naturelles. Et donc à ça, il y avait, pour atteindre cet objectif, il y avait 2 axes. Il y avait non seulement des actions orientées vers la nature directement, c'est par exemple le cas d'actions de reboisement, d'enrichissement. Je pense qu'on a eu à enrichir plus de 100 hectares du territoire avec des essences forestières locales, qu'on a eu également à planter une trentaine d'hectares de bois de feu, à savoir de l'acacia. Voilà pour les actions orientées un peu nature. Il faut savoir aussi qu'on a pris du temps à mieux connaître les ressources ou le patrimoine naturel dont on disposait sur ce fameux territoire. Et vous avez pu l'identifier finalement, ces ressources dont... Voilà, on a pu identifier au terme de ce projet plus de 900 espèces animales et végétales sur ce territoire. C'était quand même important pour nous. Voilà. C'est une base qui doit nous servir aussi demain d'indicateur, parce que quand on parle d'action orientée vers la nature, on doit pouvoir justement suivre comment la nature évolue dans le temps. Et donc c'est en connaissant ces espèces aujourd'hui qu'on saura si demain on les retrouve encore, les actions ont porté leurs fruits. Leur nombre va aussi déterminer quels sont les impacts des actions de l'organisation sur le territoire. Alors ça, c'est vis-à-vis de la nature. Et d'autre part, on a des actions orientées vers les hommes qui habitent en bordure de cette nature, qui est donc une zone humide inscrite au site Ramsar 1018. C'est également dans des actions de soutien des alternatives au prélèvement des ressources naturelles. Dans des activités génératrices de revenus, à savoir notamment, on a appuyé plus de 300 chasseurs via des microcrédits agricoles et animaux. Alors vous voulez dire que ces gens ont laissé leur activité de chasse au profit d'autres activités génératives de revenus?
Alors, pour un certain nombre, ils ont laissé, on ne peut pas faire de généralité. Ça serait vous mentir que de vous dire que tout le monde a laissé. A laissé, voilà. Voilà, mais il y a un certain nombre quand même qui a préféré finalement s'orienter et développer ces activités agricoles qui sont, soit dit en passant, parfois moins tracassantes. Hein. Les chasseurs ont l'habitude de dire en rigolant qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les réalités du milieu naturel, c'est qu'ils ne trouvent plus autant de gibier qu'il y a une dizaine d'années. Et qu'aujourd'hui, c'est les moustiques qui les chassent. C'est non plus eux qui chassent les gibiers. C'est les moustiques maintenant qui les... C'est les moustiques qui les chassent quand ils vont la nuit, parce qu'ils ne trouvent plus autant de gibier qu'auparavant. La chasse était lucrative. Ouais. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins. Donc, de fait, ils devaient s'orienter vers d'autres activités. Et donc, là, on les accompagne dans cette dynamique. Voilà, donc au niveau des chasseurs, au niveau des femmes, parce que les chasseurs sont aussi accompagnés de femmes. Tout à fait. Les femmes, on connaît aussi leur importance dans les ménages ruraux en particulier. Et donc, on a une centaine de femmes qui ont été accompagnées, notamment dans la transformation agroalimentaire, la production de jus, de confitures, d'amuse-gueule. Donc là, aujourd'hui, c'est aussi une fierté quelque part pour nous de présenter un ensemble de produits qui est issu de la vallée du Sitatunga, qui respecte les ressources naturelles. Et les femmes témoignent que ça a contribué à améliorer leurs revenus, pour certaines jusqu'à plus de 10%, revenus annuels. Et on considère que ça, c'est quand même un acquis du projet assez intéressant. Je pense qu'aussi, en matière d'actions orientées vers les hommes, on a eu un certain nombre d'actions orientées notamment vers les jeunes, puisqu'on accompagne jusqu'à 4 clubs nature de façon hebdomadaire avec une 60aine de membres sur l'année, et qui a notamment découvert la Penjari au cours des Duc Tours, mais également d'autres projets même de membres de l'écosystème Alliance. Et donc ça fait des futurs leaders de protection. Pour la protection de l'environnement de demain. Tout à fait. Un certain nombre ont déjà même choisi des filières de formation orientées en environnement ou agriculture, et peut-être qu'on y est un peu pour quelque chose. D'accord. Voilà. Enfin, je crois que c'est aussi plus de 2000 visiteurs accueillis sur le territoire. Donc c'est pas seulement un territoire conservé. Chaque année. Par an. Par an. Voilà, plus de 2000 visiteurs accueillis par an. Ouais. Dont la majorité sont des Béninois et des scolaires béninois. Donc en matière d'éducation à l'environnement, je pense qu'on balaye plus large que les populations de notre territoire. On va toucher un territoire de Cotonou, Abomey-Calavi-Ville, mais également même des pays riverains, le Mali, le Burkina, qui vient aussi nous visiter. Alors quand on parle du Sitatunga, est-ce qu'on peut avoir une estimation de ce nombre de cet animal qu'on a au niveau de ces réserves? Alors d'abord peut-être pour tous ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le Sitatunga, c'est une antilope aquatique. Hein, je l'ai sur mon t-shirt dessiné, je ne l'ai pas en vrai. On l'a vu quand même en image. Tout à fait, oui. Sur une autre ONG partenaire à MN. Le Sitatunga, c'est une antilope en voie de disparition, en particulier au Bénin, qui va être le plus gros gibier sauvage terrestre du sud Bénin. Dans notre zone, on n'a pas exactement le dénombrement, pour la simple et bonne raison qu'aucune étude n'avait été menée jusqu'à présent sur le Sitatunga, sur le territoire national et dans notre zone. Donc c'est un travail en cours. On a commencé cette année seulement, début janvier 2015, un protocole de suivi des populations de Sitatunga en milieu naturel. Donc dans quelques années, on pourra vous donner les chiffres. Aujourd'hui, je ne les ai pas. Merci beaucoup, Damien Martin. Oui, on revient à quoi derrière, je crois que c'est Alfred, c'est ça? Fidèle. Sosa Fidèle. Voilà. Je suis chargé de programme à l'ONG Aquaculture et Développement Durable et dans le cadre du programme Écosystème Alliance, nous avons eu à implémenter un projet intitulé Biodiversité et productivité durable des écosystèmes aquatiques du delta de l'Ouémé. Le dit projet a été implémenté dans 6 villages des communes d'Adjoum et de Dangbo. Alors pourquoi avoir choisi cette zone? Nous avons choisi cette zone d'abord parce que c'est une zone couverte par la convention de Ramsar 1018, comme la vallée du Sitatunga de Crédit Bénin. Et en plus, c'est une zone où la biodiversité aquatique notamment, est fortement menacée. À titre d'exemple, il vous suffit tout simplement de faire un tour dans la vallée de l'Ouémé pour constater le nombre de poissonneries installées dans les communes de Dangbo. Comme quoi on n'a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons naturels. Les poissons à l'état naturel, on en manque cruellement. Dans la vallée de l'Ouémé. Oui. C'est dommage. Ce qui paraît un peu bizarre. Oui, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe qui inquiète parce qu'aujourd'hui, quand vous allez séjourner dans ces milieux-là, vous êtes obligé de consommer du poisson congelé. Parfois, il y a des gens qui viennent de Cotonou avec ces poissons-là. Entre-temps, c'était de la vallée, on importait du poisson vers les grandes villes. Tout à fait. Et donc, nous avons choisi cette zone pour cette simple
raisons. Alors, est-ce que vous avez constaté que votre action a permis aux populations de laisser un peu ces réserves, ou du moins ces lagunes, ces fleuves que nous avons là, respirer pour produire beaucoup plus de poissons? Tout à fait, William. Après 3 ans d'activité avec le programme Écosystème Alliance, nous avons remarqué en fait qu'il y a d'abord l'utilisation des engins prohibés de pêche et en nette régression dans la vallée de Lomé, et cela est dû tout simplement. Je ne crois pas si je vous ai partagé cet avis avec vous. Est-ce qu'il va c'est en nette régression. C'est-à-dire on n'est pas encore au stade qu'on souhaite, mais il faut avouer qu'aujourd'hui il y a un début de conscientisation des populations. Nous avons par exemple dans la vallée de Lomé beaucoup de pêcheurs, beaucoup de personnes qui entre-temps étaient pêcheurs, mais aujourd'hui ne vont plus du tout sur le fleuve. Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a plus du tout de ressources au niveau du fleuve. Et la deuxième raison, c'est que ces pêcheurs-là ont été reconvertis aujourd'hui en pisciculteurs. Et donc, dans le cas d'Écosystème Alliance, nous avons appuyé environ 8 groupements de pêcheurs dans les villages de Gangbon, Rétin, Sota, Gobo et Agoniloé, qui aujourd'hui s'adonnent exclusivement à la production de poissons-chats en bac au sol et en huedo. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes qui ont été reconvertis à cette activité-là. Donc, William, vous pouvez vous rassurer, on n'est pas encore au niveau, on n'est pas encore à un résultat qu'on aurait souhaité, mais ça vient quand même. C'est un processus qui est assez lent et donc il faut s'armer de patience. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Fidèle. Oui, on donne la parole maintenant à Marie. Oui, allez-y. Par rapport à l'ONG Nature Tropicale, qu'est-ce que vous avez fait? C'est toujours dans la vallée de Lomé ou bien c'est d'autres localités? Oui, nous-mêmes, on travaille dans la vallée de Lomé. Et on m'appelle Madame Marie Djengue. Je suis la chargée du programme Zone humide à Nature Tropicale ONG. Nature Tropicale ONG a travaillé comme les autres dans le programme Écosystème Alliance. Et nous, notre projet, c'est la gestion intégrée de la montagne d'Afrique dans la vallée de Lomé, Tubé, au Bénin. Maintenant, nous avons travaillé dans 5 communes. On a travaillé dans la commune des Agégué, Dangbo, Adjoum, Bonou, Ouenhi et aussi la commune de Zanyando. Je dirais que vous avez couvert toute la vallée de Lomé. Oui, on a couvert toute la vallée de Lomé, plus la commune de Ouenhi et la commune de Zanyando, parce qu'on a constaté que c'est le couloir de migration de la montagne d'Afrique. Mais Yann nous dit qu'il ne connaît pas encore la montagne d'ici. Ah, Yann, peut-être qu'avant de partir, il peut connaître la montagne s'il a le temps de faire un tour dans la vallée de Lomé, parce qu'actuellement, on constate que grâce au projet grâce au programme Écosystème Alliance, on a assez de la montagne dans la zone dans la commune des Agégué, d'Angbo et aussi dans la commune. Est-ce que cette période s'y prête pour qu'on puisse voir ces animaux? Oh oui. Cette période s'y prête parce qu'on constate qu'à 6 h du matin, vous aurez la chance de les voir et tard le soir, vous aurez même la chance de les voir. Alors aujourd'hui, vos actions ont-elles permis, aux populations de laisser ces lamentaires vivre longtemps? Oui, nos actions ont permis aux populations de laisser ces lamentaires vivre longtemps parce que dans la zone, nous avons fait beaucoup de sensibilisation. En plus de ça, nous avons fait des crédits intrants au groupement des femmes, au groupement des hommes. Et ces gens qui ont l'habitude, surtout c'est des pêcheurs qui sont dans la zone, ils ont l'habitude d'aller chaque fois à la pêche. Donc ils ont laissé ces activités, ils ont commencé par faire d'autres alternatives. Donc par exemple, je prends le cas des femmes. Les femmes, avant, elles achetaient les poissons pour fumer, revendre, mais maintenant il n'y a plus de poissons dans la zone. Donc on les a donné des formations par rapport à la transformation de soja, soja en fromage. Et grâce à ça, on leur donne des petits appuis 20 000 par femme. Et ces intérêts-là, c'est elles préparent ces fromages-là, et c'est ça que les gens achètent dans la zone. Quand vous les passez, ces 20 000 francs, elles ne remboursent pas, c'est ça? Oui, elles remboursent les 20 000 sans intérêt. Et leur contribution à la protection de la nature, elle nous aide à planter des arbres. Mettre en terre des plants. Oui, à mettre les plants en terre, et aussi elle fait le recyclage des piles jetables. Parce que dans la zone où nous travaillons, c'est une zone. C'est des zones humides où on constate que les gens, après l'utilisation de ces piles, ils les mettent directement dans la nature. Ils jettent même ça dans l'eau.
Donc ces femmes, elles sont là pour ramasser ces piles. Ok. Oui. Ok. Merci beaucoup, Marie Djenga. Oui, je crois que c'est quelle ONG là-bas? BIS ONG. BIS ONG, oui. Arnaud Adikpeto, je m'appelle. Je suis chargé du programme de BIS ONG. D'accord. BIS ONG, c'est Benin Environment and Education Society. Ok. Avec le programme Écosystème Alliance, BIS a eu à mettre en œuvre un projet dénommé Conservation et valorisation des oiseaux d'eau et de leur habitat dans le site Ramsar 1018. Et c'est où quand on dit site Le site Ramsar 1018, c'est le lac Nokwe, c'est la basse vallée de Louémé et c'est la lagune de Porte-Nouveau. D'accord. Donc, comme au nombre des objectifs, c'est l'éveil des consciences environnementales, des autorités et des populations. Et dans ce cadre, les résultats sont essentiellement la prise d'arrêté par le maire de Soava et arrêté portant sur la protection intégrale des espèces aviaires et de leur habitat. Et déjà, avec les résultats issus de cet arrêté, le maire des Agégués a voulu emboîter le pas à celui de Soava en prenant le même arrêté, mais en incluant cette fois-ci, la protection du site Tatonga, parce que d'un rapport du docteur Kidjo, il a évalué l'aire de répartition du site Tatonga dans le sud Bénin. Il a été révélé que l'espèce est présente à Ozagégué, et également de nos investigations, nous avons rencontré l'espèce à Ozagégué. Donc également, les activités avec les clubs environnement nous ont aidé à sensibiliser les populations, à sensibiliser même au-delà des contacts et même dans les ménages. Autre résultat, c'est la promotion effective de l'écotourisme. Et dans ce cadre, nous avons eu à former 15 éco-guides professionnels. 15 éco-guides qui bénéficient directement des retombées de l'écotourisme, ces éco-guides et leurs ménages. Et ces gens-là travaillent dans quelle localité, ces 15 éco-guides? Et Agégué et Soava. Agégué et Soava. Nous avons eu à construire également 3 miradors, ce que nous appelons observatoires, à Veki, Wedo et également à Togundi, dans la commune des Agégués. Autre réalisation, c'est la disponibilité de 2 bacs motorisés et équipés à l'embacadère de Abomey-Calavi et à l'embacadère de Porte-Nouveau pour diversifier les offres. Parce que nous avons mis en place 3 circuits, des circuits ornithologiques, des circuits pédestres. Autre réalisation, c'est la construction d'un écologe à Décamé. Décamé, c'est un arrondissement. Et ça veut dire quoi, écologe? Écologe, c'est un restaurant. Écologe, c'est 3 bungalows pour que, lorsqu'on a des visiteurs qui désirent rester tard pour observer les oiseaux, parce que vous le savez sans doute, pour observer les oiseaux, c'est soit il faut se lever tôt, soit tard la nuit. Donc, ils ont la possibilité de camper là pour pouvoir observer ces oiseaux-là. Et également, dans les résultats, BIS ONG a eu à faire, ensemble avec les autres ONG de Écosystème Alliance, un plaidoyer sur l'espace ouest africain, sur l'adaptation basée sur les écosystèmes. Vous savez que les changements climatiques ne sont plus à démontrer. Tout à fait. Et les effets sur... Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Et les effets sur la santé et la sécurité alimentaire sont tellement palpables que l'adaptation basée sur les écosystèmes se révèle être l'un des moyens les plus sûrs pour faire face à ce réchauffement. Et ainsi, les AND, agents nationaux désignés du Bénin, du Cameroun, le Tchad, le Mali et également le Sénégal ont été associés. Et il y a BIS et également les autres ONG ont commandité une analyse sur l'intégration de l'adaptation basée sur les écosystèmes dans les politiques et programmes de la CEDEAO. Et une note a été adressée à la CEDEAO pour l'implication. Merci beaucoup, BIS ONG. Oui, je crois que là, c'est Christian Oukanou. Exactement. Merci beaucoup. Et donc, vous m'avez déjà présenté, c'est Christian Oukanou m'appelle. Je travaille pour l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, donc ici au Bénin, je suis le chargé de programme. Et je suis chargé donc du projet qui nous amène donc ici, qui nous a introduit dans le creuset donc Écosystème Alliance au Bénin. C'est un projet donc de valorisation et de la gestion de la diversité biologique. Et vous avez fait quoi concrètement au niveau des JVE?
Oui, il faut dire que ce projet a reçu le financement de l'écosystème Alliance pour appuyer déjà nos actions dans le mono. Il faut dire que depuis 2011, JVE intervient dans le mono sur le projet que nous avons appelé Approche négociée, qui vise à impliquer de façon beaucoup plus participative les communautés à la base dans la gestion donc des ressources en eau partagées par le Bénin, le Togo, le mono bien sûr. Et dans le cadre de ce projet, concrètement, le financement que nous avons reçu nous a permis quand même de sensibiliser largement les pêcheurs, surtout dans cette zone-là, à abandonner les techniques prohibées de pêche parce que les deux objectifs visés par le projet... Vous avez reçu combien? Nous en avons impacté près de... Vous avez reçu combien? Vous avez reçu combien le financement? Combien vous avez reçu? Est-ce qu'on peut avoir une idée du montant que vous avez reçu comme financement? Nous avons reçu quand même un financement conséquent. Combien? Approximativement 1 million, 2 millions, 3, 5? Non, c'est au-delà de ce que vous avez dit. 10 millions. Au-delà des 10 millions. Alors là, ok, allez-y. Nous avons reçu un financement conséquent pour nous permettre quand même de travailler. Et donc, nous avons impacté sur le terrain plus de 100 ménages de pêcheurs. Et comme je l'ai dit, les deux objectifs visés par notre projet, c'est déjà renverser les tendances d'amenuisement des ressources halieutiques dans le mono. C'était ça le premier objectif, parce que le constat fait état de ce qu'aujourd'hui, les pêcheurs, ils nous ont dit que leur activité ancestrale, c'est donc la pêche, et qu'ils ne peuvent pas donc abandonner la pêche, mais qu'aujourd'hui, ils constatent qu'ils ne trouvent plus de ressources de poissons dans les cours d'eau. Surtout au niveau de lac Aimé. Surtout ça, parce que nous avons travaillé effectivement dans ce bras-là du mono, le lac Aimé, où nous avons travaillé dans 4 villages, 2 villages dans l'arrondissement de Posotomé et 2 autres villages dans l'arrondissement central de Bopa. Et donc nous avons impacté 100 ménages, donc au total près de 500 pêcheurs qui ont reçu quand même des sensibilisations. Ça, c'est les sensibilisations à travers les contacts directs. Nous avons fait des sensibilisations à travers des contacts indirects, par médias interposés, c'est-à-dire donc les radios communautaires. Nous avons utilisé la radio locale de la zone, c'est-à-dire FMAM, à Posotomé, pour sensibiliser largement les 6 communes du mono sur les conséquences aujourd'hui de l'utilisation accrue des techniques prohibées de pêche. Après cela, les communautés nous ont dit, les pêcheurs nous ont dit, vous venez nous sensibiliser, vous nous demandez d'abandonner les techniques prohibées de pêche. Mais nous, c'est notre activité ancestrale, nous ne pouvons pas, arrêter la pêche. Qu'est-ce que vous nous proposez en retour? Nous leur avons donc demandé, qu'est-ce que vous voulez en retour qu'on vous apporte? Ils nous ont cité un certain nombre de types d'élevage et nous avons dit, ok, si vous êtes partant pour faire donc ce type d'élevage, nous pouvons vous appuyer. Et nous avons appuyé un certain nombre de groupements que nous avons mis en place. Combien au total? Il faut dire que ça a été difficile de mettre les groupements en place parce que vous savez que la sociologie... Combien de groupements ont bénéficié de votre soutien? Nous avons aujourd'hui 30 groupements qui ont bénéficié de nos financements. Et combien par groupement? 5 personnes par groupement. Non, le montant par groupement. Le montant n'est pas fixe en fait. Le montant n'est pas fixe. C'est selon le nombre de personnes dans un groupement, c'est cela? Exactement, c'est ça. Alors pour un groupement qui a 5 personnes, ils vont bénéficier de combien? Chaque personne dans le groupement prend 300 000. Donc vous imaginez un peu, ça fait 1,5 million. Donc voilà. Parce que nous travaillons avec une institution de microfinance qui nous dit que ils ne peuvent pas accorder plus de 300 000 par individu dans un groupement. Donc, quand vous faites un groupement de 5 personnes, vous avez 1,5 million pour donc, le type d'activité que vous faites. Et le suivi? Je donne l'argent, justement, il faut suivre. Exactement. Voilà. Le suivi se fait sur le terrain. Il faut dire qu'avant la mise en place donc, des crédits, nous avons fait une formation. Nous avons fait également du recyclage pour ceux qui sont déjà des experts dans ce type d'élevage qui nous ont proposé. Et la formation a été faite par une ONG membre de l'écosystème Alliance également, qui a plus d'expérience. C'est Aquadead ONG que nous avons convié à cette formation. Et Aquadead a fait la formation. Et dans le contrat que nous avons signé avec Aquadead, c'est-à-dire Aquadead doit faire également le suivi avec nous sur le terrain, surtout pour l'élevage du poisson-chat en bac hors sol. Et Aquadead doit appuyer également ces communautés qui ont reçu donc le financement. Mais l'autre objectif, c'est surtout l'approche négociée. Comme je l'ai dit, c'est une approche qui vise à impliquer les communautés à la base. Et dans le cadre donc de la mise en œuvre de cette approche négociée-là, JVE a fait beaucoup de lobby et de plaidoyer. C'est-à-dire donc que nous avons été associés de façon plus implicitement dans la création de l'organisme de gestion du bassin du mono, l'ABM. Vous n'êtes pas sans savoir que le 4 juillet passé, 2014, les 2 États, c'est-à-dire donc le Bénin et le Togo, ont signé à travers les ministres de l'eau des 2 pays le document créant donc officiellement l'organisme du bassin du mono, l'autorité du bassin du mono.
Et JVE a été donc la seule organisation de la société civile qui a été impliquée dans le processus du début jusqu'à la fin. Nous avons participé régulièrement à toutes les réunions préparatoires, la réunion des experts et la réunion des ministres également. Nous avons participé et quand vous prenez le communiqué final qui est issu donc de cette réunion des ministres, vous voyez mentionner JVE qui a participé effectivement à tous les travaux. Et ça, nous remercions, je passe donc par ici pour remercier effectivement l'appui que nous avons reçu de l'écosystème Alliance internationale à travers donc IUCN qui nous a permis effectivement de faire ce lobby, de faire le plaidoyer aujourd'hui parce qu'une chose est de créer l'ABM, mais l'autre chose c'est de suivre également la mise en œuvre des projets parce qu'un organisme de gestion de bassin, ça implique la mise en œuvre des projets et les projets doivent aller vers les communautés à la base. Donc il faut d'avance que les communautés soient informées de tout ce qui se fait. C'est dans ce cadre que nous avons organisé des audiences foraines de sensibilisation sur tout le processus donc, de création de l'autorité du bassin du Moro. Une autre action conséquente que nous avons faite dans le cadre donc, de ce projet, de ce financement que nous avons reçu, un financement vraiment conséquent, comme je l'ai dit au départ, nous avons créé des comités villageois de gestion du Mono. Nous en avons créé au total 25 le long du Mono aujourd'hui. Et je dois vous rappeler également que le financement que nous avons reçu de l'écosystème Alliance, comme je l'ai dit, est venu appuyer un projet que nous avions déjà au départ, que nous mettions en œuvre avec nos collègues du Togo. À quoi consiste ce projet ? L'approche négociée, le projet approche négociée, que nous mettions déjà en œuvre avec nos collègues du Togo. Et donc, dans le cadre de ce financement que nous avons reçu, nous avons envoyé une partie de l'argent à nos collègues du Togo qui ont réalisé également des études pour conforter en fait un peu tout ce que nous faisons du côté du Bénin. Et puisque le fleuve Mono est partagé par les deux pays, le Bénin et le Togo, de façon simultanée, nous faisons également des activités du côté du Togo pour pouvoir exhiber quand même les résultats aux autorités qui nous appuient également à travers donc les ateliers de renforcement des capacités, à travers le suivi, parce que nous avons aujourd'hui des cadres au niveau du ministère de l'eau, la direction générale de l'eau, beaucoup plus, qui nous invitent parce qu'ils voient également nos réalisations sur le terrain. Et je passe par ici encore pour remercier tous les membres de l'écosystème Alliance parce que je dois le dire pour finir. Non, mais on n'est pas encore à la fin de l'émission, vous aurez le temps de le dire, il n'y a pas de souci. Oui, ça je le dis parce que JVE a été la dernière ONG à rentrer, à faire son entrée dans l'écosystème Alliance. Non, tout à l'heure, vous n'en faites pas, tout à l'heure, vous allez quand même parler de cela, remercier comme vous voulez, que ce soit Yann et autres personnes. On donne la parole à M. Gauthier. Là, c'est EcoBénin. Oui, bonjour, moi c'est Gauthier Yamoussou, je suis le coordonnateur national de EcoBénin. Et voilà, dans le cadre du programme Écosystème Alliance, ce que EcoBénin a fait, nous avons essayé d'identifier des sites, c'est-à-dire des villages le long de la mer, donc de Cotonou, de Adunko jusqu'à Grand Popo. Donc nous avons identifié 5 localités, donc Adunko, Djegbadji, Avlo, Yondokodji et Petou. Je dirais la route des pêches. Voilà, la route des pêches. On a pris une bonne partie de la route des pêches. Voilà. Et c'est stratégique aussi parce que vous savez qu'il y a un programme route des pêches. Absolument. Donc nous travaillons à contrecarrer les effets néfastes qu'il y aurait plus tard par rapport à ce projet-là. Alors, donc nous avons identifié ces villages-là où il y a en fait un certain nombre de ressources, notamment les mangroves, les oiseaux d'eau, il y a des tortues marines, il y a pas mal d'antilopes aussi qui existent dans ces localités. Et donc, nous avons travaillé avec les populations pour pouvoir mettre en place des activités qui valorisent ces ressources naturelles-là. Donc, nous avons mis en place des circuits dans ces localités, dans ces villages, des circuits qui valorisent, par exemple, des singes à Petou. Et donc, sur l'ensemble de ces localités, 75 personnes ont été formées, exercent des métiers de guidage local, s'occupent d'accueillir les visiteurs, donc s'occupent de les loger dans des loges chez l'habitant, assurent la restauration locale et ce qui permet aujourd'hui à ces 5 localités, l'année dernière, qui ont accueilli 350 visiteurs pour des revenus de l'ordre de 4 600 000 CFA. Et qui gère ce montant? Ce sont les 5 communautés? Ce sont les populations elles-mêmes qui gèrent. Ces montants. Elles ont des dispositifs pour pouvoir
bien répartir cet argent. C'est-à-dire que les gens qui exercent gagnent quelque chose par rapport à leurs prestations, mais une partie va dans la caisse du village pour des questions de développement communautaire, mais il y a aussi une partie que nous avons réservée pour les écosystèmes. Donc il y a une partie qui assure la protection de la biodiversité. Alors, ce qu'il y a eu aussi comme innovation dans le cadre de ce projet, c'est que nous avons développé une action carbone à partir des mangroves. C'est-à-dire que... Ça veut dire quoi? Vous savez que la mangrove est l'écosystème qui capte le plus de carbone sur la Terre. Donc, cet écosystème, nous avons fait un bilan carbone, c'est-à-dire on a essayé de regarder combien d'hectares, combien de CO2 un hectare de mangrove peut capter par an. Alors, on a trouvé 12 tonnes. Et donc, nous avons valorisé ça auprès des investisseurs. Et donc, nous avons trouvé des investisseurs qui ont mis de l'argent, jusqu'à 45 millions de CFA, qu'on a utilisé pour pouvoir replanter encore la mangrove et aussi sauvegarder d'autres localités. Et ces plantations, il faut dire que ce sont les populations qui le font. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la superficie que vous avez pu reboiser? Alors, aujourd'hui, nous avons reboisé une 60aine d'hectares. Mais nos actions d'écotourisme, vous savez que les touristes, ils vont dans la mangrove, il y a des actions, c'est une action dissuasive déjà, la présence humaine. Donc nos actions de protection prennent une zone de 550 hectares dans cette zone-là. Alors donc je parlais des mangroves qui sont en fait plantées par les populations. Donc aujourd'hui il y a des touristes qui arrivent et qui vont planter directement les mangroves avec les populations qui sont payées pour pouvoir faire cette action. Quand la population plante 100 plants de palétuviers, elles prennent 10 000 francs CFA. Alors, donc, il y a des actions comme ça. Nous avons également travaillé sur des questions de bien-être des populations. On a développé des actions de promotion de l'agroécologie, donc les gens qui font le maraîchage, on essaie de les former pour que cette activité devienne un peu plus une activité durable. Nous avons également, dans certaines localités, on s'est occupé de la protection et aussi des mesures de protection de façon concrète. C'est-à-dire que dans la localité de Pétou, dans la commune de Komé, il y a par exemple une forêt qui héberge encore des singes, Mona. Et donc, par exemple, sur cette localité, on a travaillé à protéger vraiment cette forêt. La mairie a pris un arrêté et cette forêt reçoit aujourd'hui des visiteurs. Nous avons mis en place une convention locale. Donc, tous les acteurs locaux, donc les forestiers et autres, et les populations se sont entendus pour dire voilà les règles que nous devons respecter désormais. Donc, écoutez, je crois que sur ce plateau, on ne pourra pas tout dire parce qu'il y a tellement de réalisations. Alors, d'abord, j'ai même pour la question à Yann, puisque le temps que vous êtes parti va vers sa fin. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qu'on a eu comme résultat? Vous avez entendu quand même ces différentes ONG qui ont travaillé dans différentes localités. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait. Plus que ça, je pense que c'est aussi important de souligner qu'à travers, par exemple, le microcrédit, c'est aussi de nouveaux partenaires qu'on cherche et on a réussi d'avoir ces contacts. L'exemple d'Ecobenet, de travailler sur le mangrove, mais aussi trouver les partenaires en Europe qui vont financer ça. L'Alliance, notre financement, ça c'est petit, ça reste petit. Peut-être le montant qu'on a mentionné, pour des gens disent « Ah, ça c'est beaucoup d'argent ». Pour le problème qu'il faut résoudre, ça c'est rien. Donc il faut ces partenariats, il faut le secteur privé, il faut le gouvernement pour aller plus loin. Merci beaucoup. Alors, Josia, c'est vrai que vous avez travaillé pendant 3 années, les résultats sont là, concrets. Est-ce que vous pensez qu'il faille encore augmenter le financement pour vous? Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour mieux faire, j'allais dire? Le problème, ce n'est pas le financement toujours. Il est important que, à chaque niveau, chacun sache quel rôle jouer. D'abord, les ressources sont plus proches des communautés. Les communautés doivent cesser de penser que c'est Dieu qui a donné et Dieu va toujours donner. Le nombre d'individus qui doivent exploiter le même habitat, l'écosystème dont on parle, augmente au jour le jour. Ça veut dire qu'on doit réfléchir sur des stratégies pour vivre avec. Ça veut dire qu'on doit gérer mieux les ressources. Et là, c'est qu'en gérant mieux ces ressources, on peut régler les problèmes de pauvreté. Nous sommes seulement une petite partie. Ce n'est pas si on nous donne des milliards de francs, si les consciences n'ont pas changé,
rien ne changera. On va perdre toutes les ressources, on deviendra encore plus pauvre. Et ça veut dire que l'impact que nous avons eu de ces actions, c'est qu'on a constaté que la prise de conscience a commencé petit à petit. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est surtout voir les actions de synergie entre ce que font les ONG et les politiques de l'État, du gouvernement. La collaboration entre les communautés, les ONG et aussi l'État. Et surtout les partages d'expériences. Comme vous avez vu, c'est assez varié. Maintenant, si on pouvait mettre tout ça ensemble, et avec, ce n'est pas seulement 8 ONG qui travaillent dans les zones au Bénin. Et on ne va pas demander de financement pour toutes les ONG, mais ce que chaque ONG, que ce soit membre de l'écosystème Alliance ou pas, que les ONG sachent qu'elles ont l'obligation de travailler ensemble, de partager leurs expériences pour qu'on puisse aller plus loin. Alors Yann Kamsra, je suis sûr que beaucoup d'ONG ici veulent savoir quelle est la suite à donner à ce programme. C'est vrai que ça vient à thème. Est-ce que vous allez continuer ce programme? Il faut continuer. Voilà. Comme l'habitude aussi, le financement, c'est tout le temps une certaine durée. On a dit, pas, on est là pour 20 ans, donc c'est projet à projet. Et maintenant, nous sommes en train d'élaborer un nouveau programme. Je veux dire, avec d'autres partenaires, aussi d'autres choix de pays, mais oui, on reste dans la même dynamique. Donc, je suis sûr, et c'est aussi un objectif de mon visite ici maintenant, et de parler avec le partenaire, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. J'espère que ça ne va plus durer seulement 3 années, et pourquoi pas 5 ans. Là, ça permet à ces jeunes quand même de beaucoup de travail. Je reste juste à ma retraite, à travailler pour le Bénin. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, rapidement, 30 secondes, vous voulez remercier... Allez-y, Christian Nkanou. Bon, ok. Vous me donnez l'occasion de 30 secondes, ça passe de remercier sur le plateau ici donc toutes les autres ONG et qui étaient donc dans le programme avant nous et ils nous ont bien accueillis. Et je passe donc par votre micro également pour remercier sincèrement Yann qui a cru à notre idée, qui nous a soutenus du début et qui continue de nous soutenir, qui nous soutiendra encore dans le futur, je l'espère. Merci beaucoup. Damien disait qu'il vous dit quelque chose en langue fond, n'est-ce pas? Ou bien vous voulez rien dire en langue fond? Ça serait bien, Je crois que c'est une erreur. Ok, merci beaucoup. Alors, Josia, pour clôturer cette émission, alors qu'est-ce que vous aurez souhaité pour la suite? C'est vrai que les actions sont là, c'est palpable. Alors, est-ce que vous voulez souhaiter que l'État vous vienne aussi en soutien? Vous l'avez dit, il faut quand même que les actions entre vous, ONG, et l'État, qu'il y ait une certaine synergie pour qu'on sente vraiment un changement de comportement. Bien sûr, nous voulons quand même, une fois de plus, demander la collaboration entre les différents acteurs et surtout au niveau des communes. Dans le plan de développement au niveau communal, on vient d'avoir de nouveaux maires, c'est que les maires prennent l'engagement de collaborer avec la société civile qui n'est là que pour les accompagner dans ce qu'ils vont faire pour le futur. Et ensuite, c'est que nous organisons ces activités de fin de projet, surtout pour montrer au grand public les résultats que nous avons obtenus. Et dans ce cadre, nous avons une foire qui se déroule de demain, du jeudi 9 au samedi 11, à l'hôtel GL, où tout le public est invité à venir voir un peu les actions menées par les ONG et voir les possibilités de collaboration. Oui, Gauthier, 10 secondes rapidement avant qu'on ait clôturé l'émission. Il faut dire que ce financement, quand même, a eu un effet levier, parce que nous, ça nous a permis de nous accrocher à d'autres partenaires. L'ABE est mobilisé pour la plantation de mangroves aujourd'hui. Je pense qu'il y a la FAO qui vient de rentrer là-dedans aussi pour planter la mangrove. Il y a la GIZ qui implémente avec nous un projet de création de réserves. Alors, donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose et on remercie l'UCN Pays-Bas pour cette action. Merci beaucoup. Ce sera tout pour cette émission. Je crois qu'on a fait le tour de table par rapport aux 3 années du programme qu'a duré le programme Écosystème Alliance. J'espère que, comme l'a dit tout à l'heure Yann, il a dit qu'il est satisfait du projet. C'est le plus important. Si ceux-là qui ont donné les moyens pour que le travail soit fait sont satisfaits, ça veut dire que nous aussi, de notre côté, on est satisfait. Vivement que ce programme continue comme l'a déjà souhaité Yann. Et ce sera tout pour cette émission. Merci pour l'avoir suivi et prochain rendez-vous, mercredi, pourquoi pas, pour notre numéro Forum Environnement.